Bienvenue sur le podcast de Bien-être quotidien. Depuis plusieurs années, nous apportons notre contribution à la société de manière solidaire afin d'améliorer la vie des gens. Dans chaque épisode, vous découvrirez le portrait d'une personne qui a décidé un jour d'entreprendre pour ne plus réussir dans sa vie, mais réussir sa vie. Bonne écoute. Bonjour Fallon. Bonjour Arnaud. Ravi de pouvoir être au micro avec toi sur justement Bien-être quotidien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? En quelques mots, je suis Fallon. J'ai réalisé pas mal de petites aventures et notamment un tour du monde. J'ai réalisé également un choix de vie en camping-car. J'ai fait Compostelle, plus de 2500 km à pied. Et en dehors de ça, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie car je suis entrepreneuse. D'accord, entrepreneuse. Et du coup, tu as quel âge ? J'ai 35 ans. 35 ans. Petite aventure, faire un tour du monde. Je pense que c'est plutôt une grande aventure, une belle aventure. Justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir à l'aventure entrepreneuse parce que tu as lâché? Est-ce que tu peux raconter un peu le début de ton histoire et l'envie? Le début de l'histoire, il est simple. J'avais déjà une vie que j'avais quelque peu changée personnellement, une séparation. Et donc du coup, cette séparation a poussé à ce que je sois indépendante. Donc je me suis mis freelance. Je travaille dans la publicité créative. Et donc du coup, j'imagine des idées pour la publicité. Et puis, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion. Et je pense qu'il y a un moment dans ma vie, j'ai eu une sorte de gros coup de fatigue, peut-être une sorte de burn-out ou peut-être un trop-plein qui a fait qu'un matin, je me suis levée, j'étais vraiment mal et je ne savais plus donner de sens à ce que je faisais. Et je me suis posée, je me suis vraiment remise en question, ça a duré quelques temps. Et puis, je me suis dit, voilà, si un jour je devais faire un truc que j'aurais jamais osé faire, ça serait quoi ? Et c'est venu tout seul, c'était dans ma bibliothèque, il y avait des tonnes de bouquins sur le voyage. Je les ai tous ouverts et j'ai créé mon petit parcours et je suis partie. D'accord, donc un peu du jour au lendemain, sur un coup de tête. C'est ça. Tu as pris tes billets d'avion et tu es allé loin ou tu as démarré juste à côté de chez toi ? Ah non, je suis allée très très loin, je suis allée au point le plus loin par rapport à la France, je suis allée en Nouvelle-Zélande. D'accord, et pourquoi choisir justement ce point le plus loin ? À l'époque, je ne me suis pas rendu compte. Avec le recul, je pense que je suis partie le plus loin pour être sûre de ne pas revenir. Parce qu'on peut choisir de faire quelque chose et les peurs reviennent vite et donc on peut vite faire demi-tour et revenir là où on était. Et il fallait vraiment un point très très éloigné pour pouvoir au moins ne pas avoir le choix en fait. Et pas trop réfléchir parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. D'accord, donc ouais, un peu ce sentiment entre la sécurité et la liberté, surtout en France, on est un peu, on nous fait croire en tout cas qu'on peut avoir les deux, sauf que c'est un peu illusoire comme ça. Donc toi tu as choisi justement d'aller beaucoup plus loin, peut-être aller chercher un peu de liberté qui te manquait dans ton travail, dans la créativité, dans ce que tu avais entrepris comme création de boîte. Oui, c'est ça. En fait, je me posais pas autant de questions avant et je créais et c'était une forme de liberté. Mon esprit, on me posait quelque chose, je réfléchissais pas le pourquoi je le faisais. En tout cas, on me proposait de trouver une idée ou de créer quelque chose et ça venait, c'était de l'instinct, ça venait comme ça. Et puis, à un moment, je me suis sentie un peu contrainte dans le sens où je gagnais très très bien ma vie et je voyais plus l'intérêt de ce que je faisais. En fait, dans un monde assez simple, j'arrivais pas à comprendre pourquoi je faisais ça. Donc, je me suis sentie comme oppressée par mon propre travail, en fait. Comme s'il n'y avait pas de goût à ce que je faisais. Enfin, plus de goût à ce que je faisais. Et je crois que j'ai eu besoin d'aller chercher, oui, en premier lieu, une forme de liberté. Et quand on ne sait pas trop ce que c'est la liberté et qu'on veut être sur cette quête, je crois que j'ai eu besoin, la première idée qui vient, la liberté, c'est le voyage, c'est cette sensation de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Alors c'est ce que j'ai fait, je me suis servi de l'argent que j'avais gagné pour partir le plus loin possible. D'accord, oui justement ça me fait penser, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Paul Devendre il y a quelques jours maintenant. Et justement, il a sorti son nouveau livre, La parabole du kayakiste, un livre hyper intéressant justement dans les personnes qui sont en quête de sens. Donc vraiment dans cette image
qui donne en tout cas à réfléchir sur le fait qu'il est nécessaire en tout cas de remettre du sens dans ce que l'on fait. Et quel était le regard un peu ou en tout cas l'observation ou l'état d'esprit en tout cas de tes proches quand tu leur as annoncé ça? Mes proches. Franchement, quand je l'ai fait, c'est marrant parce que mes propres peurs, sans le savoir, étaient sûrement les peurs également de mes proches, puisque quand j'ai choisi donc de partir loin et d'acheter ces billets, je l'ai dit à personne. C'est-à-dire que j'ai fait ce choix de lâcher mon appart, commencer à prévenir mes clients, acheter les billets, tout bloquer, pour avoir une sorte de point de rupture, mais surtout un point de non-retour. Et je ne l'ai pas dit tout de suite, c'est un mois avant de partir où j'ai prévenu tout le monde. Parce que je savais déjà en amont que mes proches auraient peut-être l'envie de m'empêcher de faire ce que j'allais faire, par peur. Et donc leur première réaction évidemment était exactement celle que j'avais prévue. C'est que même moi j'ai paniqué d'avoir acheté mes billets. Oui. Énorme surprise et une énorme peur. Ils se demandaient ce que je faisais et ils pensaient que je déraillais, puisque c'est un peu ça, je sortais des rails, je sortais de la suite logique à ce qui était écrit sur mon chemin en fait. D'accord, mais justement sur un peu ton enfance par rapport au rêve peut-être de petite fille, est-ce que c'était peut-être un rêve de petite fille, ou est-ce que tu avais déjà ça, tu avais quand même ce côté un peu évasion quand tu étais un peu plus petite? Oui, en fait je pense que j'étais déjà dans la notion d'évasion que j'ai transformée justement en vieillissant, mais enfant, j'ai été élevée à la ferme, donc j'étais toujours dehors. Mon terrain de jeu, c'était les ballots de paille, la nature, les arbres dans lesquels on grimpait, c'était les animaux que je rencontrais et les grands espaces. Et quand j'étais ensuite avec toujours chez mes parents, ma salle de jeu, c'était un camping-car, par exemple. D'accord. Ça a continué comme ça, où mes parents travaillant beaucoup, ils me mettaient chez des amis et on partait sur la côte. D'accord. Et donc du coup je passais beaucoup de temps près de la côte sur 800, et donc la mer, la plage, le sable, je variais beaucoup en fait, c'était un peu comme ça. Enfin, il y avait une partie de ma vie qui était celle-ci, et je pense que automatiquement ça a dû inspirer un bien-être que j'ai voulu retrouver. Et justement on a choisi un cadre ici, ouais. En tout cas assez appréciable, même s'il y a quelques voitures qui passent. Peut-être que ça s'entendra en tout cas sur la bande audio, mais on a en tout cas choisi de le faire en plein air. On est au bruit du vent avec les feuilles, on a les vaches pas très loin, on a les oiseaux qui chantent, et c'est en tout cas un moment hyper appréciable. Et c'est top en plus, parce qu'ici, là où on est, j'y venais quand j'étais petite. Mes parents habitent pas loin derrière, donc je traversais les champs pour venir jusqu'ici. Oui. C'est un moment d'évasion moi, que j'aime bien, parce qu'on a l'impression d'être reculé un peu du monde, et qui fait vraiment du bien pour toute cette partie-là. Et si on revient un peu sur ce côté déclic, l'idée de ce podcast-là justement avec Bien-être quotidien, c'est de partager en tout cas un morceau de vie, de partager une expérience, parce que la vie passe très vite, comme tu disais, tu as 35 ans, moi j'en ai 38. Pareil, si j'ai fait ça, c'est aussi que j'ai eu des déclics. Et toi, comment tu l'as appréhendé? Comment tu t'es construit? Parce que des fois, on a une prise de conscience. Mais à un moment, effectivement, comme tu disais, que ça soit même dans ton aventure de tour du monde, tu es un peu remis dans les doutes et les rêves un peu par procuration des autres qui t'empêchent peut-être de faire véritablement. Toi, comment tu as géré ce déclic-là? Qu'est-ce qui t'a aidé à vraiment aller au bout de ta démarche? Eh bien, maintenant, je dirais, parce que dans l'instant, je me suis laissée porter. Alors c'est marrant, parce que dans la vie, on a envie de toujours tout canaliser. Et comment on se laisse porter, ouais. Et c'est ça. Et en fait, on est sur la route, on fait un programme et on se laisse porter tout simplement en rencontrant des personnes. Alors par le biais de mes rencontres, j'expliquais un peu ce que je faisais, qui pour moi était quelque chose de normal et de logique à faire. Enfin, j'avais un moment où j'avais besoin de le faire. Et toutes ces rencontres, en fait, elles me permettaient de me questionner, de me renvoyer. Vous savez, ce que j'essaye de dire à ceux qui vont écouter, c'est quand on rencontre des personnes qui ne nous connaissent pas, ils posent des questions qu'on ne se serait jamais posées, en fait. Et donc, ça nous renvoie à notre propre miroir de se dire « Waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Donc, il y a cette phase où on a douté, puis en même temps, il y a cette phase où il y a cette confirmation de «
ah ouais, en fait j'ai bien fait. J'ai bien fait de le faire. Parce que quand on commence à découvrir ce qu'on apprend sur soi-même, et bien après ça devient un jeu. Et chaque rencontre, on sait qu'on va apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé en tour du monde. Alors ça s'est fait en tour du monde, ensuite ça s'est fait en camping-car en traversant les régions de France. Et après ça s'est fait à Compostelle où j'ai été plus centrée sur moi, mais c'était la même démarche. C'était juste au démarrage très global et après ça s'est concentré. Et c'est intéressant parce que les démarches sont finalement les mêmes, mais l'angle de vue est différent. Oui, en fait, c'était ton tour du monde a été une première approche, une première découverte aussi pour peut-être aussi. Est-ce qu'il y a une notion quand même de confiance en soi? Est-ce que c'est de se prouver qu'on est capable, surtout quand on est une femme, de partir à l'aventure comme ça? Oui, énormément. En fait, je pense que je suis quelqu'un qui manque de confiance. Après, je pense que l'humain en soi manque de confiance. Et j'ai presque envie de dire, chacun devrait se rassurer en se disant qu'on a tous un manque de confiance. L'important dans ce genre d'expérience, c'est de comprendre à quel endroit on manque de confiance. C'est-à-dire, quelle est dans notre moi intérieur cette partie qui manque de confiance en soi. En fait, peut-être que moi, je manquais de confiance sur cette capacité à... C'est marrant, j'avais beau avoir mon profil d'indépendante. Je pars en tour du monde, je suis arrivée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? C'est moi qui ai pris l'avion, là. J'avais jamais pris l'avion comme ça. Et ça paraît bête. Moi, on m'a dit, mais t'es folle. Moi, je disais, mais non, j'ai envie de le faire. Par contre, j'ai compris après coup ce que je venais de faire. Et donc, je me suis dit, waouh, j'arrive à le faire. Et quand on commence à mesurer qu'on peut avoir confiance et du coup calmer des peurs, parce que ça peut être des peurs, ça peut être avoir peur de sortir de chez soi, avoir peur d'aller rencontrer quelqu'un, avoir peur d'essayer. Et plus on trouve confiance, finalement, on travaille la peur de se planter et de faire une erreur. Et je pense que j'avais vraiment peur, et je l'ai encore, de faire des erreurs. Mais c'est un vrai jeu de travail, c'est un vrai jeu de confiance à trouver là-dessus. Oui. Après, moi, j'ai une citation qui me suit beaucoup, de celle de Nelson Mandela, justement, pas d'échec, juste des leçons. On a eu l'occasion d'échanger justement quand on était revenu des États-Unis. On a pu rencontrer vraiment la mentalité américaine et ce côté never give up. Plus je vais me planter, plus je sais que je m'approche de la réussite. Et c'est vrai que c'est pas français, en tout cas dans notre éducation. Non, c'est ça qui est intéressant dans le tour du monde. C'est de découvrir les autres cultures. Mais c'est bien beau de découvrir un plat, une cuisine d'ailleurs, c'est bien ça. Mais quand on creuse et qu'on interroge les gens, que ce soit même à l'autre bout du monde, qu'on parlait des États-Unis, ou que ce soit dans les pays asiatiques, ou en Indonésie, ou même en Australie, le fonctionnement mental, c'est pas le même. Ça paraît bizarre ce que je dis, mais... nous, on va avoir peur de se tromper, on va avoir peur de recevoir quelqu'un. Là-bas, je suis une femme seule, on m'a accueillie. On m'a accueillie plein de fois parce que c'était pas normal de laisser une femme seule sur la route, c'est pas logique. Donc, il y a toujours un sofa sur lequel on peut recevoir n'importe qui. Et ça paraît étrange, chez nous, ça serait fou, mais là-bas, ça ne l'est pas. Donc, automatiquement, ça crée une façon de penser qui est différente de la nôtre. C'est-à-dire, des fois, quand on se trompe et qu'on comprend l'erreur, le pourquoi on s'est trompé, en général, on ne la refait pas 2 fois. Ce qui veut dire qu'on se dirige plus facilement vers la réussite. Enfin, je le vois un peu comme ça. Et ça, j'avoue que le tour du monde, ça a été un élément déclencheur pour me dire, ok, j'ai une éducation, j'ai une culture, on m'a enseigné plein de choses, mais il est peut-être temps pour moi de déconstruire pour mieux reconstruire. C'est-à-dire ne pas oublier ce qu'on m'a appris, mais d'aller voir ce qu'il y a ailleurs. Oui, de faire en tout cas sa propre expérience, parce que moi, ayant 2 garçons, je vois bien les croyances qu'on peut leur mettre dans la tête et qui perdurent après pendant pas mal d'années. Donc c'est vrai, le but de ne pas prendre tout, comme on dit souvent, pas prendre tout pour argent comptant, mais vraiment d'aller vivre ces expériences pour voir si c'est vrai. Parce qu'on est trop, enfin en tout cas pour moi, dans le culte de côté je crois sans avoir vu. C'est très intéressant ce que tu dis parce que justement j'avais eu un ami qui m'avait dit, toi c'est marrant, en fait dans ta vie tu as besoin de créer ta pièce de théâtre. Donc tu as une idée, tu as un rêve et là tu vas fabriquer ton expérience. Mais en fait c'est simplement ça. Moi je me dis, on est dans un monde où le matin j'ai envie de créer quelque chose, où j'ai un rêve, ça peut être un petit rêve comme un très grand rêve, et je me dis pourquoi pas essayer de le faire. Qu'est-ce que j'ai à perdre?
Parce que évidemment, même avant de partir, je prends quand même conscience des tenants et aboutissants. Je ne pars pas sans réfléchir. Mais finalement, est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer? Ou est-ce qu'il vaut mieux vivre avec toute sa vie la frustration de ne l'avoir jamais fait? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc il y a le côté, moi de mon côté, de ce que je vois, c'est qu'il y a le pouvoir de l'intention, de l'intuition, et puis après c'est aussi ce côté hyper intéressant, ce côté de lâcher prise. Oui, et j'entends que tu me parles du pouvoir de l'intention. Je le trouve très intéressant. Et les expériences nous permettent de l'affûter. En fait, pour moi, il faut comprendre que cette recherche, qu'on peut faire une recherche de soi, mais en fait, elle peut être, on appelle ça spirituelle, ou une recherche juste de soi, ou une réflexion sur soi-même. Eh bien, plus on va creuser, plus on va l'affûter. Et donc, ce pouvoir de l'intention, on ne se rend pas compte que des fois, on crée des situations et on se dit « Ah, pourquoi j'ai encore ce problème ?» Et si on prend le temps d'y réfléchir, eh bien, on peut s'apercevoir, mais il faut vraiment avoir la capacité de se regarder dans le miroir, c'est de se rendre compte qu'on crée la situation. Je n'ai pas dit qu'on était toujours responsable, mais si réellement on n'est pas responsable, il faut vraiment se poser la question, être sûr, et plus on avance, plus on expérimente, plus le pouvoir d'intention devient plus juste en fait. Oui, on est ce que l'on pense, et on deviendra ce que l'on pense. Mais c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Enfin, tant qu'on ne l'expérimente pas, il faut comprendre, j'aime bien dire ça, que c'est comme un sport de haut niveau. Oui. En fait, c'est quelque chose à suivre chaque jour. C'est pas en lisant un bouquin qu'on comprend cette phrase. Non, c'est du travail d'évolution personnelle, de développement personnel. Après, voilà, il y a un peu de tout, en tout cas sur le net, en termes de développement personnel, parce que là aussi, il ne faut pas tomber dans le travers. Moi, je discute avec pas mal de personnes, il y a beaucoup de personnes qui se forment au développement personnel, mais qui ne travaillent pas sur eux. Donc en fait, ils sont très contents de suivre des choses, d'être toujours motivés. Mais à partir du moment où ça ne vient pas, on va dire, de l'intérieur, la motivation, on peut motiver toujours quelqu'un. Mais après, s'il n'y a pas d'inspiration, ça ne sert à pas grand-chose en tout cas. Je te rejoins dans l'idée, c'est en effet, ça doit venir de l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant, en fait, mon étape de ces voyages-là, elle s'est faite en 3 cycles. Quand je parlais d'une vision globale, c'était le tour du monde. Quand je parle de différentes régions, je suis revenue dans mon pays d'origine et j'ai voulu aller voir un peu, comme si j'allais voir un peu dans différentes régions, en plus en camping-car. Donc je réduisais mon champ des possibles, en fait, en devenant un peu plus minimaliste. Et quand on se retrouve sur le chemin de Compostelle à pied, on fait le tour de soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'une tenue, un sac. Et là, on n'a plus d'autre choix que d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est vraiment enrichissant. Et oui, en effet, il faut de l'endurance. C'est un travail quotidien et c'est pas juste à lire 2-3 bouquins. C'est lire 2-3 bouquins, parce que moi, ça m'aide, je le fais. Et puis, c'est avoir la capacité de se dire, tiens, ça doit être quelqu'un de très connu. Ça doit être des phrases que je vois défiler tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que pour moi, par exemple moi, Fallon, ou toi, Arnaud, qu'est-ce que cette phrase veut dire? Et à partir du moment où on a cette idée de se faire une réflexion sur une phrase, ça y est, le chemin vachement profond, enfin j'aime bien dire vachement profond, le chemin le plus profond démarre. D'accord. Et tu parlais justement tout à l'heure, vu que j'accompagne pas mal de sportifs de haut niveau, c'est des discussions qu'on a souvent avec les personnes que j'accompagne sur le côté vraiment préparation mentale, et pour visualiser, pour pouvoir se projeter. Est-ce que toi justement, dans ces expériences-là, tu t'es projeté ou tu te projettes dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que tu souhaites faire? Qu'est-ce qui donne envie, ou c'est encore à l'état de brouillon? Alors, c'est mon plus grand exercice aujourd'hui. Oui. Parce que je suis en train de commencer à le construire. Mais dans ces exercices-là, j'étais un peu novice. Et c'est là où j'aime bien dire ça. En fait, j'ai pas honte de le dire parce que ça peut rassurer des gens qui n'oseraient pas. Mais j'ai jamais eu l'idée de partir autour du monde 1 an avant, quoi. Enfin, c'est même pas envisageable. Je voyageais pas comme ça. C'était pas Compostelle. Je suis partie. C'est parce que j'ai rencontré des amis sportifs qui m'ont dit, mais il faudrait pas que tu t'entraînes quand même. Enfin, 2 mois avant, je me suis dit, ah ouais, un petit peu. Je vais peut-être essayer de marcher. Enfin, je pensais que tout le monde pouvait marcher. En fait, non. Ça se prépare. Ça se prépare un petit peu. Par contre, si on oublie la notion du temps, ça se fait. Et en fait, si on oublie que, par exemple, moi, je l'ai fait en 3 mois, ce Compostelle, peut-être que toi, tu le ferais en 1 mois et demi ou 2 mois, parce que tu es plus sportif, je sais pas. Mais en fait, on s'en fiche.
on s'en fiche. Parce que l'important, c'est que quand j'ai démarré cet exercice, et c'est pour ça que j'essaye maintenant de le transmettre autrement dans ma vie, quand je suis partie de Compostelle, je disais, je ne sais pas pourquoi je suis sur cette route, c'est difficile, des fois j'ai mal, des fois je dois m'arrêter, mais je vais arriver au bout. Il y avait un truc qui était évident, j'allais aller jusqu'au bout. Donc, du coup, tu te projetais, tu avais déjà dans ta tête de rentrer dans la ville de Compostelle. C'est ça. J'avais des images, des projections de mon arrivée. Je fabriquais ça et j'avais même une musique qui, dès que je perds des pieds ou dès que je... Parce qu'évidemment, il y a des jours où on veut faire demi-tour et on veut tout arrêter. Hein. Mais j'avais cette projection de me dire, ah ouais, d'accord, ok, je vais y arriver. Et quand je remettais cette musique, cette image mentale revenait. Et c'est un vrai travail entre... On l'imagine au départ et après on se sert de cette même image pour, si elle nous a fait du bien une fois, elle refera du bien 100 fois. Se projeter. Et c'est ce qu'on appelle les ancrages, justement, pour pouvoir récupérer pied ou en tout cas de pouvoir aller jusqu'au bout de sa démarche. Justement, la détermination, j'aime bien. C'est un de nos amis entrepreneurs, pareil, qui dit ça, c'est la détermination, c'est vraiment le désir de terminer. Et la détermination, la persévérance, des choses d'ailleurs qu'on a un peu perdues. Et notamment sur quelque chose d'annexe, vu qu'on est dans cette période, vu qu'on est, on est au mois de juin. Comment tu as vécu et qu'est-ce que ça t'a apporté le confinement ? Alors, c'est ça qui est marrant, je l'ai très bien vécu. Alors qu'on m'aurait fait vivre la même chose à cette période où j'étais en tour du monde, donc en découverte de pas mal de choses, je l'aurais peut-être pas très bien vécu. Pour moi, le confinement, peu importe ce qu'on a pu entendre, puisque en plus je faisais des études de journalisme, donc j'étais en stage journalisme, peu importe ce qu'on a pu entendre à la télé, peu importe les idées qui ont pu sortir de ce qui se passait à la télé, il y a une chose que je me suis dit. Je me suis dit que ce soit intentionnel ou non intentionnel, il est là. Au premier jour où on nous a mis en confinement, moi, je suis personne, j'ai pas de diplôme de médecine, j'ai pas de notion du tout de ce que c'est qu'un virus. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Et donc, j'avais pas la prétention de dénoncer ou de dire que je savais mieux que quelqu'un d'autre. Je me suis dit, mets-toi en situation. Demain, tu es dans cette situation-là, il y a un virus qui peut t'attaquer. Quelle est ta première réaction ? Et ma première réaction, ça a été de travailler mon système immunitaire. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais continuer à bien manger, me nourrir et être vigilante quant à ce que j'ingère dans mon corps et ma façon de dormir, de prendre soin de moi, de prendre du recul sur les informations et le stress ou l'anxiogène que ça peut me créer. Moi qui sors de stage de journalisme, donc c'est quand même... Et donc j'ai vraiment... Ça te fait rire. Et donc j'ai vraiment travaillé ce truc parce que je me suis dit là tout de suite, j'ai pas la réponse. Et en fait... de toi à moi, même si j'avais la réponse, ça me servirait à quoi ? Je peux être susceptible de l'avoir, donc voilà. C'était la première étape. Donc une fois que j'ai eu fait ça, je me suis dit, bon voilà, je suis revenue chez mes parents, qu'est-ce qu'il y a ? Et là, il y avait mes parents en 3000 mètres carrés. Et donc je me suis dit, avec mon père, je vais renouer des liens qu'il y a longtemps que je n'avais pas eu avec lui. Et je ne regardais pas des super souvenirs de quand j'étais jeune, de ce jardin. Et je me suis dit, on va faire un jardin. On a commencé 100 mètres carrés, 200, on est à 400. Et on a un jardin qui est hyper productif, qui a été fait durant ce confinement, avec tout le temps dont on avait besoin. Il y a une variété infinie de produits. Et en fait, on s'est concentré là-dessus sans aucun produit, sans aucun pesticide. Et je me rends compte que mon pouvoir d'intention de mon système immunitaire, je l'ai transformé encore une fois dans la matière, dans la réalité. Donc, j'ai pas fait un truc incroyable. J'ai fait ça et à côté de ça, j'ai commencé à écrire le livre sur Compostelle. Chaque jour, j'ai repris, comme je suis partie le 1er mai, chaque jour, je retranscris mon journal et je le transforme de façon un peu plus romancée. D'accord. Voilà ce que j'ai fait. Donc, je me suis servie d'une contrainte, parce que la vie est faite de plein de contraintes. Même on part en tour du monde, c'est la liberté, mais il y a plein de contraintes. Compostelle, il y a plein de contraintes. Si les jambes font mal, on n'arrive plus à marcher, par exemple. Le camping-car, s'il n'y a pas d'essence, il y a une énorme contrainte. Donc, je suis partie d'une contrainte, et plutôt que de me victimiser sur cette contrainte, j'en ai essayé d'en faire quelque chose de positif. Et c'est, encore une fois, une entreprise. Alors, c'est des mini-entreprises, mais en fait, c'est des exemples de mini-entreprises.
Et ce jardin, j'ai créé une mini-entreprise. Et en plus, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un collaborateur parce que j'étais très indépendante. Donc voilà. Avec ton papa en plus. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ce qui est incroyable. Donc comme quoi, ça a du bon. Il faut toujours chercher la partie positive d'une situation difficile. Oui. C'est pas simple. On a des amis pour nous aider à ça, ou des vidéos, ou là des bouquins. Et c'est là aussi ce genre de podcast. C'est intéressant de comprendre qu'il faut voir, faut pas nier la partie gênante. C'est embêtant d'être confiné. C'est plein de contraintes, de vie. J'ai 35 ans, j'ai pas envie d'être chez mes parents, j'ai envie d'être chez moi et j'avais plus de chez moi. Mais c'est marrant de voir qu'on peut transformer même une situation. Elle était courte, et bien pendant 3 mois confinée, j'ai fait un truc très intéressant et très productif. Et ce qui est incroyable, c'est que par contre là, ça va m'être productif jusqu'à la fin de l'année. Et je vais pouvoir en donner à beaucoup de monde, puisqu'évidemment 400 mètres carrés, c'est beaucoup trop pour mes parents et moi, et mon frère et ma sœur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir partager. En plus. C'est ça qui est intéressant. Et donc si je comprends bien, il y a cette notion de, on va dire, de lâcher prise, parce que de toute façon, tu n'es pas maître de la situation. Donc il y a un constat de dire ok, de toute façon je ne peux pas agir dessus, donc faut que j'apprenne à lâcher prise. Il y a donc cette phase un peu d'analyse qui dure assez rapidement, parce que tu es quand même une personne créative, et très rapidement de passer à l'action dans ce qui te donnait envie, en tout cas comme tu disais tout à l'heure et que tu as très bien expliqué. En plus j'ai vu avec de l'émotion et vraiment des choses qui sont hyper intéressantes quand on échange comme ça en podcast, sur le côté je fais ça aussi pour partager. Donc pour partager du temps avec ton papa, parce que ça faisait aussi, puis peut-être des choses aussi à raccrocher. En fait, j'étais déjà revenue chez mes parents, parce que comme je voyage beaucoup, je lâche mes apparts, et donc il y a des phases où... Et c'était très compliqué. Beaucoup de monde pourrait comprendre cette situation. Déjà, personnellement, on se dit, mince... les systèmes de société, ça dépend lesquels justement. On va dans d'autres pays, ça marche pas comme ça, mais chez nous, c'est tu retournes vivre chez tes parents, t'es un Tanguy, je sais pas comment on dit pour une nana, mais bon bref. Mais c'est pas ça en fait, ouais non. Et moi je le vivais comme ça, donc automatiquement comme je le vivais mal, le pouvoir de l'intention faisait que je créais du conflit avec mes parents. Là on est dans une situation où on n'a pas le choix. Donc mes parents m'accueillent. Je devrais juste être heureuse en fait. Donc c'est ce que j'ai essayé d'apprendre à être heureuse, c'est-à-dire heureuse dans cette situation où oui, je vais avoir sûrement les contraintes des parents qui automatiquement ont tendance à nous infantiliser. Et je me suis dit, mon Dieu, il va falloir s'occuper, donc on fait ça. Et la démarche qui est intéressante, c'est que ces problématiques que j'avais plus jeune, d'incompréhension, je vais être hyper honnête, puisqu'on ne s'en cache pas, avec mon père par exemple, qui était... j'ai un père qui est très dans le travail, donc qui va parler et qui veut que j'imagine ce qui se passe dans sa tête et que je fasse pareil. Donc, ça sujet à conflit, un manque de communication. D'ailleurs, c'est pour ça que je travaille dans la communication, je crois. Et c'était très intéressant d'un moment de me dire, ne prends pas pour toi ce qu'il est en train de dire, ne fais pas ce qu'il est en train de faire, trouve une pédagogie ou une façon de communiquer pour lui laisser entendre que tu es dans l'incompréhension. Et donc, au début... il reprenait ses travers, puis à un moment je le regarde et je lui dis, mais comment veux-tu que je comprenne ce que tu as dans ta tête? Explique-moi ce que je dois faire. Et là il me dit, mais tu comprends pas, mais c'est pas possible, mais tu sais pas planter une carotte? Et là je dis, non. Non. Osez dire non, osez dire je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Socrate, c'est ça? Et voilà, tout ce que je sais c'est que je ne sais pas. Je lui ai dit, je ne sais pas. Alors il a été... presque stupéfait, ça lui semblait tellement impossible. Et j'ai dit non, je te promets, je ne sais pas. Et là, il a eu ce déclic dans sa tête de commencer à m'expliquer. Mais c'est marrant parce que c'est devenu un jeu. Et ce qui est incroyable, c'est que ça s'est transformé dans le quotidien de vie, dans la maison. D'accord. Il n'y a plus de conflit, il y a toujours eu de l'échange. Et j'aurais jamais imaginé que mon père, qui a passé les 60 ans, puisse changer. Pour moi, c'était terminé. Comme quoi, il n'y a pas d'âge, on peut toujours changer. C'est sûr. Si on a envie et de pouvoir modifier des choses comme ça, c'est hyper intéressant. Et c'est intéressant parce que c'est un effet, c'est ce qu'on appelle l'effet colibri ou l'effet onde. Papillon. L'effet papillon. Oui. C'est qu'il y a eu la même chose avec ma mère. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le conflit, mais les gens qui ont des habitudes ou des choses comme ça, il était dans la même transmission avec ma mère. Mais ça s'est répercuté sur moi. Et en fait, ça a été un jeu entre nous trois. Et ensuite, ça a été sur mon frère. Et du coup... ça recrée des liens qu'on croyait
complexes ou que dans une famille on peut laisser tomber. Oui. Et c'est ça que je trouve bien, je veux dire, si on arrive à le faire au sein de sa famille, Oui. si on arrive à changer ses parents, enfin j'ai pas souhaité changer mes parents, Non, mais pas changer, mais avoir les clés en tout cas d'une meilleure communication. Voilà, un peu les clés de décodeur ou des choses comme ça pour... voilà, je reprends souvent l'exemple pareil de Paul Devendre, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, C'est donc ça. on n'est pas câblés pareil. Donc à un moment, il faut avoir les clés pour se comprendre justement. Mais justement, si on arrive à faire ça à un cercle très proche, après, en entreprise, ça devient le même jeu. Oui. Le même jeu de la pédagogie. Qu'est-ce qui vous manque? La pédagogie. C'est quoi la pédagogie? Apprendre à communiquer et après à utiliser le pouvoir de l'intention et donc de bien poser ses envies et ses choix. Donc c'est des projets comme ça qui te motivent du coup pour la suite. Alors sur... parce que là, du coup, tu as expliqué justement cette période de confinement, un peu comment tu l'as vécu, sur de la créativité. Et après, dans ton envie justement de freelance, comment tu te projettes dans les... Justement, j'avais vraiment mis de côté mon travail parce que pour des raisons personnelles, de valeurs et tout ça, je ne me retrouvais plus. Et là, j'y reviens parce que je me dis que j'ai une belle formation là-dessus. Et que je peux choisir mes clients, c'est comme tout. C'est comme dans la vie, on parle de zéro déchet, on parle de diminuer notre consommation ou de manger local. Je ne suis pas parfaite, c'est pas parce que je fais tous ces voyages que... mais tu fais mieux. Et je fais au mieux. Je fais au mieux avec ce que je peux et avec les finances que j'ai. Et il ne faut pas culpabiliser de ne pas faire tout correctement. C'est illusoire de tout... Et donc du coup, là je me dis, je reviens pour prendre ce boulot, mais je vais me diriger vers des clients que je choisis. Et c'est là où je me dis, il y a toujours cette envie, donc cette formation de journaliste que j'avais fait, qui m'a permis d'ouvrir un nouvel angle. Je n'ai pas l'intention d'être forcément journaliste, mais toujours de me diriger vers des idées de documentaire, c'est toujours là. Et j'attends cette sortie de confinement qui est là, a lieu là, mais le télétravail n'a pas repris partout. Enfin, c'est encore en télétravail et le travail n'a pas repris partout. Donc j'ai l'intention de faire des stages à Lille dans une belle boîte de documentaires pour me guider et me former. Et tu sais, moi je conçois la vie comme une école. En fait, chaque expérience qu'on fait, c'est une école. Là, j'ai besoin de finances parce que on est dans un monde qui fonctionne avec de l'argent. L'entraide c'est bien, mais je peux le faire aussi en vivant dans mon camping-car au milieu de la forêt et voilà quoi. Mais c'est pas forcément le choix que je veux. Oui, sur ton envie, on va dire, de créer, de partager. Je ne peux pas le faire au milieu de la forêt toute seule, ça n'a pas de... De toute façon, il faut forcément, surtout sur des documentaires, s'il y a de la vidéo, il y a du son, il faut du matériel. Qu'on avait échangé justement avec Frédéric Bedos, qui avait justement mis en place tout son projet Imagine, etc. Et c'est là où ça permet, moi je suis dans le même état d'esprit, en tout cas dans le même mindset, de pouvoir bien évidemment gagner de l'argent, mais aussi pour pouvoir le redistribuer à ma façon, comme je peux et comme je veux. Tu poses un point hyper important. En fait, la réalité de pourquoi je m'étais éloignée de mon métier, je culpabilisais de gagner de l'argent. Et c'est une bêtise en fait, parce qu'il faut accepter, et c'est ce que j'acceptais plus. Quand on est dans un monde fait d'argent, et j'ai pas dit que je voulais gagner des millions, c'est pas la question, je recherche pas ça non plus, mais qui fonctionne avec ça. Et donc plus on s'oppose à ça, plus on s'éloigne du monde. En fait, plus on s'éloigne de la réalité. On a beau avoir une démarche d'éveil et de spiritualité ou de réflexion sur soi, elle peut se faire juste en allant travailler tous les jours. Il n'y a pas dans n'importe quel métier en fait. Et c'est là où quand on comprend ça et quand on comprend qu'on fonctionne dans ce monde et les gens les plus vrais et les plus ancrés avec eux-mêmes, ce sont qui sont dans cette réalité. C'est-à-dire, on est dans ce monde, par contre, on peut l'améliorer avec nos rêves et nos envies. On peut choisir là à qui on veut faire plaisir. Et la vie nous le rend bien. Je pense que quand on a un acte posé, réfléchi de façon intentionnelle, et qui est en accord avec nos valeurs, eh bien on a ce retour qui revient. Et... Toutes les valeurs, enfin ses valeurs, son éthique, sa déontologie, c'est des choses en tout cas moi qui m'animent aussi pour vraiment les faire respecter, qui m'ont permis de me réaligner aussi sur cette partie-là, parce que c'est hyper important, et du fait aussi encore de notre éducation, c'est-à-dire les riches, s'il est riche c'est qu'il a volé, ou il a escroqué, ou il a fait ci, il a fait ça, et c'est vrai qu'on est encore trop, même si ça évolue un petit peu cette mentalité-là, d'être, on va dire, de casser un peu les codes.
de pas être tout le temps sur les codes de la réussite, c'est-à-dire d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir ci, d'avoir ça. Tout ça, c'est en train aussi de changer parce que c'est pas forcément, surtout sur l'appartenance, notamment avec les jeunes qui ne sont plus forcément en phase avec le fait d'appartenir, mais plutôt d'avoir accès à des services beaucoup plus simples. Oui, et tu pointes du doigt quelque chose qui est intéressant, c'est il y a une forme de jalousie qui se crée contre la réussite, alors que plus on sera jaloux, plus on le vivra mal à l'intérieur. Alors que plus on sera heureux pour l'autre, et c'est incroyable, on ne se rend même pas compte, c'est plus on va créer notre propre bonheur et notre propre entrée de finances en fait. Enfin, on crée en nous, souvent la jalousie, c'est qu'il y a quelque chose qui nous est inaccessible. Et en fait, en créant cette jalousie, elle vient pas vers nous. Parce que justement, on devient jaloux de quelqu'un qui réussit, alors que plus on essaie de le comprendre, on essaie de savoir comment il a réussi, ben en fait, il suffit. La vie, c'est tout simple, hein, c'est un éternel recommencement, il suffit de refaire la même chose à sa façon. Oui, je l'ai vécu, j'en souris parce que je l'ai vécu au foot. Combien de personnes critiquaient, même des joueurs pros, hein, moi je ne suis pas très au fait en tout cas de voir des fois ce qu'ils gagnent, mais effectivement après il faut quand même le faire. C'est-à-dire des joueurs comme ça, et quand on voit les personnes qui critiquent ou qui jalousent, mais est-ce que cette personne-là aurait fait autant de sacrifices? Moi j'en ai fait quelques-uns même quand je suis parti en sport-études, à l'âge de 14-15 ans, c'est pas évident de partir tout seul, et avec l'envie en tout cas de faire des choses. Oui, surtout que je pense que la sélection est rude, et il faut imaginer à leur place de miser une vie sur ça. Ce qui veut dire qu'on a une chance de réussir ou pas. Oui. Et donc quand il y a le ou pas, c'est là où il faut imaginer que l'enjeu, ou peu importe après ce qui se passe et tout, c'est toute une vie qui a été construite autour de ça. Il faut vivre avec ce que cette personne qui a misé toute sa vie sur ça pourrait éventuellement voir comme un échec, qui n'en est peut-être pas un, mais c'est tout l'enjeu de... faut pas... L'argent, c'est là. Oui, c'est vrai que c'est un sujet intéressant à développer, ça. C'est un sujet intéressant à développer parce que je ne cache pas que moi, à une période, j'avais honte de gagner de l'argent. Et c'est pour ça que j'ai voulu me couper. Tu devais te justifier. Ouais, je devais me justifier. Et en fait, la justification, c'est que je bossais des heures, samedi, dimanche, je faisais même des nuits blanches, hein, c'est tout. Enfin, donc j'étais un robot et je ne m'arrêtais plus. Mais en réalité, c'était ça. Donc... non, c'est quelque chose de tabou. Et c'est marrant, on va aller aux États-Unis, c'est quelque chose qui l'est moins peut-être. Oui, quoi. Et du coup, dans leur état d'esprit, c'est... C'est normal. C'est essaye, et si tu gagnes, tant mieux. On sera content pour toi. Exactement. C'est pour ça nous, on a du mal à comprendre ces codes, mais même on le voit simplement dans certains clips ou dans certaines vidéos. Bon, voilà, il y a une sorte d'exhibition de ce qu'ils ont, mais c'est normal parce que là-bas, ils n'ont pas de problème avec ça. Oui. Ils n'ont pas de gêne avec ce... Ils sont en phase. Ouais. Et tu disais tout à l'heure justement par rapport à la lecture, par rapport à ton bouquin, donc tu as commencé à écrire du coup ton retour d'expérience de Compostelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ou de lire, ou est-ce qu'il y a des livres en particulier qui t'ont vraiment permis de comprendre déjà ta situation, et encore plus après peut-être des livres à aller de l'avant, à vraiment passer à l'action après derrière? Alors en fait, moi quand j'ai commencé, j'écoutais celui que tout le monde doit écouter, Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, je ne sais pas comment on dit au mieux, mais et la première fois que je l'écoutais, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cet allumé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je ne cache pas que maintenant je les réécoute pratiquement une fois tous les ans, hein, parce qu'on a beau les réécouter chaque année, le déclic qui se fait, il est différent. Il y a toujours une étape d'évolution. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il dit des choses simples. Mais il y a une perception, c'est-à-dire, en 2017, j'étais capable d'entendre ça. En 2018, je suis capable d'entendre ça maintenant. En 2019 et en 2020, et à chaque fois, ça évolue. Donc, j'aime beaucoup. Donc, j'ai lu ces bouquins, et après, j'ai commencé à les écouter, parce qu'il y a pas mal de possibilités sur YouTube. Et il y a des livres comme ça, des livres comme Krishnamurti. J'ai lu des livres sur... Krishnamurti aussi, qui a une belle façon de voir la vie, de voir l'éducation, de mettre en lumière les comportements humains. Il y a des livres sur le bouddhisme, il y a des livres sur le zen, la culture zen. Et en fait, c'est là que j'ai compris que toutes les religions, et j'ai commencé après à lire la Bible, et j'ai pas de religion attitrée, mais pourtant j'ai foi, et c'est ce que j'essayais, on en avait peut-être déjà une fois discuté ensemble. Oui. Et c'est pas... en fait, moi, j'ai pas de...
j'adhère pas à une religion, j'ai pas une croyance, Mhm. je crée la mienne. Mhm. Donc je prends, c'est comme une recette, un gâteau, j'en prends un peu partout et je fabrique ce que j'aime. Donc oui, les supports nous aident. Mhm. Et quand j'ai vu ça, je me dis, mais Falom, sans ces petits supports ou ces phrases clés Mhm. que tu as pu lire ou voir à certains moments de ta vie, tu n'aurais pas eu ces déclics. Moi, j'ai même eu les Gounel, les Mhm. livres de Laurent Gounel Gounel. qui sont très intéressants et très faciles à lire. C'est Mhm. un roman et du coup, on se transpose, on se dit, c'est ma vie. Donc, on arrive à transposer des choses. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, moi, par mes expériences, en relisant mon journal, ce que je n'avais encore jamais fait, Oui. eh bien, je pense que j'ai eu des phases de méditation que j'ai pas. Enfin, j'appelle méditation, mais on peut dire méditation, c'est pas, j'étais pas en tailleur, hein, j'étais posée, assise, en pleine nature, puis j'écrivais sans trop réfléchir, Mhm. des choses qui me passaient. Ouais, des moments un peu d'hypnose aussi, C'est peut-être. ça. Il y avait une part de. Parce que j'ai pas souvenir d'avoir écrit ça, mais Oui. c'est mon écriture. Et en relisant, je me dis, mais dis donc, il y a des sacrées clés. Pas des clés accessibles à tout le monde, Mhm. des rassurances. J'appelle ça des rassurances. Mhm. Et je me suis dit, en fait, je vais pas avoir la prétention de dire, je vais vous apprendre des choses. Je vais plutôt raconter jour 1, jour 2, peut-être chronologiquement ou pas. Je verrai encore ça, je ne suis pas encore à ce stade, mais aujourd'hui, j'en suis là. Et j'explique les petites évolutions, les petites clés que j'ai trouvées. Et en fait, quelqu'un qui les lit peut se dire, ah, mais c'est marrant, ça me fait penser à ce jour-là. Moi, j'avais vécu ça. Et du coup, j'explique ce que j'ai ressenti en émotion Mhm. et comment ça s'est passé dans mon état d'esprit et ce qui m'a permis de continuer. En gros, c'est ça. C'est une sorte d'expérience et que je vais essayer de transmettre au mieux. Mais Oui. voilà, c'est juste l'idée aujourd'hui, elle en est là. Et ça D'accord. s'écrit, ça se construit. D'accord. Donc c'est quoi l'objectif du coup? C'est de... Je me sers de chaque jour. Donc comme j'avais fait cette marche et que j'avais commencé le 1er mai, chaque jour j'écrivais. Donc là, chaque jour, j'écris ce qui se passe et je retranscris en ce moment sur l'ordi. Donc comme là, on est au 1er juin, eh bien, il me reste encore 2 mois. Mhm. Et quand il y aura le tout décrit, l'idée c'est de refaire une relecture complète. Mhm. Donc je me laisse jusqu'à la fin de l'année en Ouais. fait. Enfin, il ne faut pas être trop pressé. Il vaut mieux pas être pressé et puis être surprise. Mais je me rends compte qu'en retransposant, waouh, même moi j'apprends sur moi-même. En fait, j'aime bien. Je dis ça aux gens. Et je fais un nouveau cadeau récemment. J'offre toujours un carnet vide. Mhm. Il est hyper intéressant d'écrire ses ressentis, Mhm. ce qu'on vit et ça permet de poser des fois des incohérences d'une journée et d'y revenir 15 jours plus tard. Et c'est ce que je fais et là je le fais. Oui. Et bon, c'est vraiment ceux qui sont en recherche de. Il y a des gens qui se posent pas autant de questions. Hein. Et justement, oui, sur les gens qui se posent des questions ou qui veulent s'en poser ou qui ne s'en posent pas, c'est quoi toi ta définition justement un peu du bonheur? Alors ça c'est la question. Ouais. Ah, c'est pour ça C'est que je la pose. question. Non, c'est la question. Elle est très intéressante. En fait, moi j'ai recherché d'abord. Je vais donner mon exemple actuel. Hein. Après, ça ne veut pas dire que dans 2 mois je dirai pas encore autrement, mais Pour l'instant, toi, Quand- à l'instant T, voilà. En le fait, bonheur c'est quoi pour toi? là tout de suite, le bonheur, tu vois, là on est en train de parler et je trouve, je savais pas du tout de quoi on allait parler et je suis super heureuse de faire ça. Et ça, c'est un instant de bonheur qui fait que je vais rentrer chez moi ce soir et je vais me dire, punaise, c'était vachement bien ce que j'ai fait là. Parce que à cet instant précis, j'ai su arrêter et mon esprit ne pense à rien d'autre que de répondre à ce dont on discute. Et en fait, j'aime bien dire ça. Dans le bonheur, j'aime bien écouter les mots et les transformer. J'avais lu ça, il paraît que c'est une sorte d'alchimie des mots. Moi, j'aime beaucoup ça, cette notion d'alchimie. On appelle ça la langue des oiseaux. Ouais, est-ce que c'est vraiment ça? Je l'ai découvert. En fait, on a posé un mot quand plusieurs personnes ont vu que je faisais cet exercice-là. Et ils m'ont dit, hey, mais tu parles comme ça, tu parles un peu avec cette langue. On appelle ça cette langue où on écoute les mots. Et donc, dans le bonheur, il y a bonne et heure. Donc, c'est la bonne heure. C'est-à-dire savoir être présent à la bonne heure. Et le bonheur, en fait, c'est juste de savoir profiter du moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais moment. Le confinement, j'ai réussi à vivre Moi, je suis heureuse de ce qui s'est passé. Pas heureuse pour attention, hein, je mesure mes mots, mais pas heureuse de la situation dans laquelle on a été, de ce que j'ai réussi à en faire. C'est ça que j'ai voulu dire. Et tu travailles sur toi, de ce que ça t'a apporté, et peut-être qu'avant tu aurais été dans une position peut-être plus de victime, hein, d'angoisse, de stress, de la peur du lendemain. Et du coup, sur le travail que tu as su faire sur toi, en tout cas, de t'amener davantage de sérénité pour justement vivre cette période, en tout cas avec beaucoup plus d'optimisme que de pessimisme. C'est ça.
Alors, le bonheur, j'ai envie de dire, évidemment, il faut faire attention avec la quête du bonheur. Il y a un truc que j'ai remarqué, alors c'est une fois de plus une expérience, et c'est ce que j'écris dans mon bouquin. Je crois que, à force d'être en quête du bonheur, on ne peut pas avoir le bonheur sans le malheur. Donc on crée d'abord un malheur, comme ça on vit ce malheur, et du coup on recherche quelque chose de positif, et en fait, le bonheur ne va pas sans le malheur. Donc il faut faire hyper attention quand on dit rechercher le bonheur. On peut vite tomber dans une vie un peu en dents de scie, où on va vivre des choses pas très bien pour mieux se sentir vivant, d'avoir du bonheur. Alors qu'en fait, juste en étant là et vivant bien ce moment, ça peut être très simple. La vie, elle n'est pas linéaire, mais déjà en appréciant des petits moments, des petits instants, et j'appelle ça petit alors qu'il peut devenir très grand. Imaginons demain, des millions de personnes écoutent la vidéo, c'était un petit bonheur qui devient un grand, par exemple. C'est tout bête, mais... Eh bien, je pense que le bonheur, il est là, il est de savoir apprécier des petits moments. Et ça paraît bête, mais... Le pouvoir du moment présent. Ouais, c'est ce fameux... c'est ça. C'est ce fameux... Oh là là, quand j'entends cette phrase, je me dis, mais je l'ai étudiée 1000 fois, cette phrase. C'est quoi le pouvoir? Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas ce pouvoir, mais en fait, si, on l'a tous. On l'a tous. Et c'est pas simple. Ça peut être juste apprécier un moment avec des amis. Et je pense que plus on apprécie le moment, c'est bien le soir de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu de bien dans ma journée? C'est ça le bonheur. Les gens peuvent juste faire un exercice. Que de traverser la vie. Voilà. Les gens peuvent se faire un exercice, même en allant travailler ou quoi. Ça peut être une situation au travail. On a eu un fou rire sur ce sujet. Tu as les enfants. Mon fils m'a fait ça aujourd'hui, c'était trop drôle. Tu vois, il peut y avoir plein d'instants. En fait, on des se rend moments pas de compte. gratitude. Ouais. On se rend pas compte qu'en fait, il y a plein de moments de bonheur dans une seule et même journée. Mais comme on est un peu dans une société qui est en recherche de bonheur, des fois, on croit qu'on n'a pas de bonheur parce qu'on ne possède pas plein de choses, mais c'est pas vrai. Enfin, voilà, c'est ça. Peut-être justement, tu en as discuté avec tes parents, parce qu'il y a aussi ce phénomène-là, c'est-à-dire un peu le bonheur à retardement. C'est-à-dire que je bosse bien toute ma vie, je bosse dur pour pouvoir profiter de ma vie après derrière. Donc ce phénomène justement de retraite, parce qu'on en avait discuté un peu justement avec tes parents, et au final, moi je vois le nombre de personnes, ou même quand je travaillais dans l'industrie, et c'est ce qui m'a fait aussi quitter l'industrie, sur des moments justement, comment ça va comme un lundi, ou vivement le vendredi, ou vivement les vacances, vivement la retraite, bientôt la retraite. Ah ouais, non, c'est... Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça Oui, moi, c'est surtout le fait de comprendre que soit les personnes vivent par procuration, ou à chaque fois se projettent, et comme là, beaucoup de personnes parlent des vacances, mais ils ne profitent pas de l'instant T. Et donc, ils reculent, en fait, systématiquement, ils reculent justement cette quête du bonheur. Ils sont toujours en train de rechercher le bonheur, mais ils reculent tout le temps. Et en fait, ils n'arrivent pas à profiter vraiment du moment présent, et de se dire, waouh, c'est cool, quoi. Je suis en bonne santé. Tout va bien, j'ai un toit. Bon, là, sur le confinement, même les personnes qui étaient en appartement, ils ont su, et on a vu plein de choses sur les réseaux sociaux, des musiciens qui se mettaient à leur balcon, des personnes même entre deux appartements qui jouaient au sport, ou qui faisaient des blind tests musicaux, etc. Et en fait, c'était vraiment, entre guillemets, une victoire des créatifs pour dire, ok, j'ai une situation, je suis bloqué, qu'est-ce que je peux faire? Soit... je squatte devant la télé et puis je ronchonne toute la journée, et puis c'est chiant, c'est long, c'est machin, c'est ci, c'est ça, c'est de la faute des autres. Ou est-ce que j'arrive moi à me remettre en question et à voir qu'est-ce que je peux amener, qu'est-ce que je peux créer? Est-ce que c'est pas le moment peut-être de voir pour se réorienter, ou peut-être changer des choses dans ma vie? Ouais, je pense que le confinement a eu du bon, en fait. C'est toujours une situation complexe. On cherchait le positif pour beaucoup de monde, même ceux qui n'avaient jamais fait ça. Je peux comprendre que ça a pu être angoissant pour beaucoup de personnes. Pour moi, ça ne l'a pas été, parce que déjà me retrouver seule, c'est pas compliqué. Et me retrouver dans une sorte de distanciation sociale, c'était quelque chose que j'ai fait rien qu'en voyage. On part à l'autre bout du monde, on ne parle pas la langue, la distanciation, elle existe. On se sent seul au monde, à l'autre bout du monde. Donc, quand on ne l'a jamais vécu, ça peut être très angoissant et très anxiogène. Et là, il y a une rassurance à avoir, c'est normal. Pour tout le monde, c'est la même chose. Mais oui, ces questions et ces remarques et ces actions humaines qui ont eu lieu, eh bien, je les trouve très intéressantes, parce qu'on se satisfait de petites choses. Que même les gens aient pris le temps de se faire à manger, que les gens aient pris le temps... Des fois, moi, j'ai quand même regardé le journal de temps en temps, et je me dis, mais... On nous explique que maintenant, les gens font mieux à manger, que maintenant, les parents ont plus de temps pour leurs enfants. Et moi, je me dis,
mais c'est pas possible, Mmh. mais c'est normal. Mais oui. Mais non, mais vous avez oublié que ça, c'est des choses normales. Mmh. Il ne faut pas un confinement pour faire ça. Eh bien si. Il fallait un confinement pour rappeler aux gens l'importance de voir ce qu'il y a tout près de soi. Et d'arrêter d'aller chercher à l'autre bout du monde quelque chose, une utopie ou des super photos comme on peut voir sur les réseaux sociaux, alors que la réalité, c'est que dans la réalité, même à l'autre bout du monde, ça peut être pas tip-top, ça peut être joli, mais à long terme, ça peut pas être forcément toujours... Enfin, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, mais c'était intéressant ça, de voir... Ça me fait penser justement, j'ai un de mes amis Nicolas qui habite en Vendée, et en fait quand il est parti, surtout quand nous originaires du Nord, la mer ça nous fait quand même on va dire rêver parce que c'est des moments d'évasion, et en fait lui maintenant il s'en rend plus forcément compte. Et on avait une discussion une fois comme ça, c'était assez intéressant, et je me suis dit mais quand même c'est bien, t'as la chance que t'as d'être... Et en fait il est prêté plus attention, et de lui avoir dit ça, hop, il a réouvert les yeux et il s'est remis tout naturellement à aller plus avec les enfants, rien que se balader pour pouvoir profiter justement du vent, des embruns de la mer, de toute cette atmosphère hors zone touristique, et de pouvoir se relier à la nature, parce que c'est ce qui lui avait donné envie d'aller là-bas, et puis au fur et à mesure, vu qu'il l'avait, il l'avait un petit peu perdu. Oui, et puis des fois, c'est quand on nous coupe d'un bonheur ou quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de ce qu'on a perdu et du bonheur à côté duquel on est passé. Et là, par le confinement, par exemple, l'interdiction d'aller, moi ça me semblait aberrant, mais bon, ça faisait partie du principe, de ne plus aller dans les forêts, de ne pas aller sur les plages, alors qu'on est dans des milieux naturels qui s'auto-soignent, en fait. Et quand on n'a plus le droit, quand on nous enlève nos droits, comme quoi la liberté, il ne faut pas partir à l'autre bout du monde. Quand on nous enlève le droit même de sortir à plus de 1 kilomètre de sa maison, de l'importance de la liberté, on a intérêt d'aller la chercher ailleurs que la chercher dans des choses extérieures. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que de prendre conscience de ce qu'on a tout près de chez nous, c'est déjà énorme. Et je crois que le confinement, en tout cas, dans cette situation un peu dérangeante, on a pu avoir ça... Et ça nous a permis de nous rendre compte des petites choses qui peuvent nous créer un petit bonheur. Et oui, en effet, quand on a quelque chose qui devient quotidien, routinier, eh bien, même autour du monde, on finit par s'en ennuyer. Moi, je faisais le tour de l'Australie. Au bout d'un moment, j'en avais marre des plages. J'en avais marre des... Et ça paraît bête, alors que j'exagère. Mais il faut vraiment en prendre conscience. C'est que d'être toujours en voyage, ça devient un mode de vie normal. Ça devient une nouvelle norme. On parle de société et de normes. Et que donc, on ne s'extasie plus devant un beau paysage. Alors, on apprend d'autres choses, mais que ce soit même Compostelle, moi, je prenais plus plaisir à m'arrêter et regarder ce qui se passait tout près de moi, auprès de la nature, qu'en fait... et puis après, ce jeu de me dépasser, de découvrir ce que j'étais capable d'écrire. Parce que finalement, on marche, mais ça devient une routine, on oublie. Donc l'effort, il n'a même plus d'importance au bout d'un moment. Donc voilà. Et justement, tu parlais de quotidien pour conclure ce podcast. Vu que c'est avec Bien-être quotidien, toi, justement, quelle est ta recette? Tu parlais tout à l'heure de recette par rapport à ta spiritualité ou ta religion, etc. Quelle est ta recette, toi, justement, du bien-être quotidien? Je pense que... même quand je dis je pense, je ne devrais pas penser, en fait. Le bien-être quotidien, déjà, c'est de... Pour toi, ta recette? Pour moi, elle est simple. En fait, elle est simple, ma recette. C'est, j'aime la musique, déjà. J'aime beaucoup écouter la musique et j'aime découvrir la musique, toutes sortes de musique. Je trouve que ça fait partie de ma recette du bien-être. J'aime prendre le temps de m'écouter, de comprendre mon corps et tout ça. Donc, c'est dans cette réflexion, c'est ce calme. En fait, le silence, comme là, le lieu que tu as choisi, il est top parce qu'il permet... un bien-être grâce au calme. Et dès qu'on arrive à calmer notre esprit, pour moi la recette c'est calmer son esprit. Alors c'est très difficile comme exercice. C'est pas parce qu'on se met en posture de Bouddha qu'on calme notre esprit. Et ma recette, c'est me lever, prendre le temps de comprendre que c'est une nouvelle journée, c'est écouter de la musique, être au calme, et seulement à partir de là, j'arrive à construire une journée, j'arrive à faire quelque chose d'intéressant dans ma journée. Et d'avoir découvert pendant le confinement le jardin, qu'est-ce que j'apprends? C'est très intéressant, c'est de comprendre que quand on fait pousser quelque chose, on est fier du résultat.
Et faut pas croire, hein, ça peut être tout bête, c'est un pied de tomate, une salade, des courgettes, ce qu'on veut, les trucs les plus basiques. Si on n'en prend pas soin, ça ne pousse pas. Si on n'en prend pas soin, ça ne pousse pas. C'est-à-dire, on est, et c'est là où j'ai toujours dit, et on en avait déjà parlé, intéressons-nous à la nature. Quand on prend soin de la nature, nous faisons partie de la nature. Si on prend soin d'un pied de tomate, donc c'est-à-dire on prend soin de nous d'une certaine façon, hein, ça peut être dans la psychologie, dans le relationnel avec les amis, dans la possibilité de se rendre compte si on est bien ou pas dans notre vie, et bien plus on prend soin de soi par des petites choses, une écoute de la musique, une lecture, et savoir arrêter, voilà, une alimentation équilibrée, ça c'est... et le sport, surtout que dans le confinement, on a tous pu faire de sport, enfin, à part certains qui en ont fait, t'en as peut-être fait beaucoup toi, mais c'est quelque chose qui est chouette en fait, c'est prendre le temps de s'écouter. Moi je dirais, la recette c'est s'écouter et réussir à calmer son esprit. Et calmer son esprit, c'est juste, ça peut se faire juste par une musique, ça peut se faire par du sport ou par une détente, un plaisir personnel. Une recette de gâteau qu'on fait, quelque chose. Toujours trouver un instant où on est seul avec soi-même. C'est ça la recette. Et qu'on prenne plaisir à le faire. Ouais. Je pense que, je sais pas, tu as peut-être un exercice comme ça que tu dois faire toi au quotidien. Ouais, de trouver... moi j'étais plus dans le pragmatisme au départ, c'est-à-dire de faire des to-do list avec mon parcours ingénieur, donc c'est-à-dire de faire un peu des listes pour savoir ce que j'avais à faire. Et puis au final, de trouver... un rythme, d'être organisé, en tout cas à avoir un épanouissement, en tout cas journalier, pour dire voilà, moi la phrase qui m'aide aussi dans des fois cet apaisement mental le soir, c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour aider, pour contribuer, pour avancer. Tu as raison sur une chose, c'est il faut être organisé. J'étais quelqu'un qui était contre les règles. Quand je suis partie, j'ai dit, moi les règles, c'est pas pour moi, je les ai jamais suivies. En fait, il faut apprendre à suivre les règles. Plus on s'oppose aux règles, et c'est moi qui dis ça, alors que je dis pas que j'accepte toutes les règles, mais plus on s'oppose aux règles, plus on dépense une énergie incroyable. Je vais donner un exemple tout bête. J'ai un truc pour un comptable, parce que comme je suis indépendante, j'ai un comptable. Il me demande des papiers. Oh, ça m'énerve de sortir ces papiers. Mais oui, mais si je ne sors pas les papiers, j'ai pas la finalité de ce que je dois lui donner, en fait. Et ça paraît bête, mais le temps que je vais perdre à être pas d'accord sur le fait de lui donner les papiers, la finalité, elle est où? C'est que je devrais lui donner le papier. C'est sûr. Donc, pourquoi je perds autant de temps à aller contre la règle? Le confinement, on m'a dit pas plus loin qu'1 kilomètre. Mais évidemment que moi, je me disais, mais au secours, dans quel monde? J'ai perdu ma liberté, qu'est-ce que c'est? Bon, il y a un moment, si je m'oppose, au lieu d'1 mois, ça va être 2 mois. Puis au lieu de 2 mois, ça va être 3 mois. Et je suis pas un mouton pour autant. Parce que j'ai vu des choses, on est des moutons. Non, c'est que acceptons les règles, mais rien ne nous empêche de développer une liberté à l'intérieur de soi, dans ce bien-être où tu pourras m'imposer toutes les règles que tu veux, tu m'empêcheras pas d'être heureuse. C'est ça en fait. Et ça, c'est intéressant. Super. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup. Fallon. Okay. Merci à toi. Ce bel échange. Et puis bonne continuation à toi. Merci, c'était top. Vous avez aimé? Alors partagez ce podcast de Bien-être quotidien, qui pourra sans doute aider une personne autour de vous. Bien-être quotidien met en place des projets entrepreneuriaux autour de la prévention santé. Vous cherchez un projet? Rencontrons-nous sur www.bienetrequotidien.fr.